Merci de cette présentation. Donc, oui, je vais vous présenter aujourd'hui une conférence dont le titre est donc tiré d'un livre que j'ai écrit avec mon mari, avec qui nous avons travaillé depuis 1992, disons, ensemble sur les questions d'environnement. Il est malheureusement décédé aujourd'hui. Enfin, il n'est pas décédé aujourd'hui. Aujourd'hui, il est décédé. Et bon, je dédie cette conférence à sa mémoire. Nous en avons fait beaucoup pour présenter ensemble notre travail. Alors, ce titre, donc, bon, je vais revenir sur le livre, mais ce titre, je l'ai choisi avec Hugo Carion quand il m'a demandé d'intervenir devant vous il y a un an, hein, en mars 2024. Et donc, c'est un livre que nous avions, Raphaël et moi, écrit en fait pendant la pandémie, hein, un livre donc de critique. Hugo Carion vient de dire, bon, la collapsologie, alors je vous donne les noms principaux, hein, je vais y revenir de toute façon. Donc l'idée que nous allons vers un effondrement et le suffixe logie, logos, hein, dans collapsologie désigne ce qui se fait passer pour une science de l'effondrement. Et c'est cette certitude de l'effondrement inévitable que nous remettions en cause en critiquant le type de raisonnement qui se faisait passer pour scientifique, mais aussi en visant les effets d'une telle certitude de l'effondrement qui sont, disons, quand on est sûr que la fin est certaine, hein, on attend qu'elle vienne, en espérant passer le temps avant le mieux possible, mais avec le côté de démobilisation politique qu'il y a dans cette idée-là. Alors, peut-être que vous vous dites aujourd'hui, hein, un an après, que la situation a vraiment considérablement changé, hein, en ce sens que bon, il y a eu un moment, jusqu'en 2020 à peu près, hein, entre 2015 et 2020 à peu près, où il y a eu, hein, je dis, j'en donne quelques-uns de livres, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup plus. Il y a eu ça ne tarissait pas, hein, les publications collapsologiques. Elles se sont à peu près arrêtées. Et d'autre part, ce qui est sur le devant de la scène, hein, ce à quoi sont consacrés des numéros spéciaux de revues, je pense à un numéro tout récent de la revue Social Terre, c'est à une toute autre forme, hein, bon, qui est, on met Trump devant, hein, tout ça, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, tout ça, ça n'existe pas, hein. C'est une hoax, dit-il, un canular, peut-on traduire, et il y a derrière toute une idée que c'est un complot, hein, donc on est plutôt dans une forme, alors je dirais pas de climato-scepticisme, hein, c'est plus le sceptique ne sait pas ce qu'il ne sait pas, hein, c'est beaucoup plus certain que ça, donc je trouve que le terme anglais de denial pour désigner, qu'on peut transcrire en français comme le dénialisme, hein, ça n'existe pas, bon, est beaucoup plus fréquent, et je vous dis les théories du complot qui l'entourent. Et d'autre part, dans les peurs, hein, vers 2020, il y a eu un sondage de l'Institut Jean Jaurès et d'un institut de sondage où il ressortait qu'une part importante, du genre plus de 50%, alors des Français plutôt que des autres Européens, étaient sûrs qu'on allait vers un effondrement. Alors on ne leur demandait pas de préciser de quoi il s'agissait, mais bon, si on faisait le même sondage aujourd'hui, et on les fait, c'est plutôt vers la guerre, hein. S'il y a une peur, c'est plutôt des menaces, des guerres réelles qui existent, et puis des menaces guerrières. Donc vous pouvez vous dire, tout ça, c'est peut-être pas de ça qu'il faut parler aujourd'hui si on parle des peurs d'aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que j'ai maintenu
il y a des tas de raisons, mais quelques-unes des raisons pour lesquelles j'ai maintenu et le titre choisi il y a un an et le contenu, d'abord, ça vous a été aussi rappelé dans la courte présentation d'Hugo Carion, c'est que si on ne s'occupe pas de l'environnement, il continue à s'occuper de lui, si je peux dire. Hein. C'est pas parce qu'on ne s'occupe pas du changement climatique qu'on en arrête d'appliquer les politiques. Parce que je rajouterais, on dit toujours Trump, mais il n'y a pas seulement Trump. Hein. Il y a en Europe, en France, il y a une attaque systématique contre les politiques publiques à différentes échelles, les politiques publiques écologiques. Et bon, qu'on arrête de faire des choses, ça n'empêche pas aux gaz à effet de serre, et au contraire, ils s'accumulent encore plus, et ils ont encore plus d'effets, et la crise de la biodiversité. Donc, au contraire, il faudrait plutôt en parler. D'autre part, si on regarde un peu, bon, je vous dis, je m'occupe de ces questions d'environnement, ça fait déjà un moment, depuis 1992, ça fait plus de 30 ans, puis que j'ai regardé, etc. Le temps, et en particulier au niveau des représentations, des idées dominantes, de ce qu'on appelle la conscience écologique, c'est pas un temps linéaire, hein, c'est pas quelque chose qui se développe. C'est pas non plus complètement un temps cyclique, au sens où on tournerait en rond. C'est un temps, on parlera beaucoup de complexité, c'est un temps plus complexe, hein, où il y a des retours en arrière possibles, mais avec des schémas un peu différents. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on parle plus de collapsologie qu'on n'en parlera plus tard, et que donc, il n'est pas utile, si on pense, hein, comme nous le pensions, Raphaël et moi, on a tort. Hein, la collapsologie, c'est ce que je vais vous montrer dans un premier temps. C'est pas un ensemble de propositions rationnelles. Il faut continuer, il faut trouver les moyens de continuer à la critiquer et avoir, quand ça revient, si ça revient, même sous d'autres formes, avoir les moyens de la critiquer, avoir réfléchi. D'autre part, je dirais que, bon, si le temps d'aujourd'hui, c'est plutôt le temps d'un rejet délibéré. Hein. Bruno Latour l'avait écrit vers 2000, sous le premier Trump, hein, donc entre 2016 et 2020, que quand quelqu'un comme Trump disait le changement climatique n'existe pas, c'était ni ignorance ni scepticisme bien fondé. Il le savait que le changement climatique existait. Simplement, c'était une façon de dire « je ne m'en occupe pas ». Hein. C'est pour ça que le terme, la reprise à l'anglais de l'idée de déni, hein, de négation délibérée, me paraît beaucoup plus juste que le terme de climato-scepticisme. Donc, peut-être, hein, et bon, peut-être que je ferai quelques allusions en le présentant, on pourra y revenir, ou j'y reviendrai tout à fait à la fin, que dans ce qui occupe le devant de la scène maintenant, donc les dénégations donc, de Trump sur la question environnementale, la démolition délibérée et du côté de la science et du côté de la décision, ne sont pas si totalement différentes de l'idée de l'effondrement, qu'il y a des éléments communs. Et c'est pour ça que... oui, alors, excusez-moi, je vais revenir en arrière. C'est pour ça que, en sous-titre de la présentation que je vous fais, j'ai mis « science », ce que prétend être la collapsologie. Hein, je vous dis, logos, ça donne une charge scientifique à ce à quoi ça colle, là, et collapse, c'est en latin collapsus, ou en anglais collapse, c'est effondrement. Donc, non, ce n'est pas une science. On va voir que l'importance du récit, et même au-delà du récit, l'importance de la fiction. Hein, c'est les trois éléments que je voudrais développer. Et de ce point de vue-là,
ça peut donner des éléments pour réagir à ce qu'on appelle le trumpisme, cette incapacité, cette impossibilité de distinguer la réalité et la fiction. Et on voit quelque chose de ce genre se passer dans le discours et le discours collapsologique et ce qu'on appelle les écofictions, c'est-à-dire les représentations imaginaires de la catastrophe. Donc, je maintiens, les temps peuvent sembler avoir changé, mais je maintiens cette réflexion qui ne me paraît pas du tout démodée, dépassée, obsolète, ou appelez-la comme vous voulez. Elle me semble qu'elle est encore d'actualité et que donc nous avons encore intérêt à essayer de réfléchir sur cette question. Donc, bon, on vous a dit que j'étais philosophe. Les philosophes ne peuvent pas s'en empêcher. Ils font 3 parties. Et moi, quand je prépare quelque chose, tant que je n'ai pas mes 3 parties, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai réussi à remettre dans 3 parties. Donc, je voudrais revenir, je vous disais, quand on faisait ce sondage sur l'effondrement, le sondage ne semblait pas vouloir demander aux gens, on leur disait « Est-ce que vous croyez que tout va s'effondrer ?» Ils disaient « Oui, mais c'est quoi tout s'effondrer ?» Bon, la question n'était pas posée, je voudrais la poser. Quand on parle d'effondrement ou de catastrophe, de quoi on parle? Deuxièmement, je voudrais, après avoir montré ces 3 façons de... Quand je dis on, c'était mon mari et moi, que nous distinguions donc ces 3 façons d'envisager la catastrophe. Je voudrais terminer cette partie en vous montrant que il n'y a pas de discours, même le plus scientifique à la limite, même l'écriture mathématique qui ne fasse pas d'une certaine façon appel au récit ou à l'imaginaire. Ils y font tous appel. Mais ce qui caractérise la collapsologie, j'essaierai de vous montrer, c'est qu'elle a absolument besoin de la fiction. C'est-à-dire elle ne peut exister par l'intermédiaire du récit que par la fiction. Et c'est pourquoi, dans une deuxième partie, je passerai de ce qui se prétend comme une science, donc un discours rationnel, et est en fait mieux analysable dans les représentations fictionnelles. Pour venir dans une dernière partie, parce qu'on parle sans arrêt dans toutes ces histoires, on parle de fin du monde, de fin de la nature. Bon, de quoi est-ce qu'on parle? Et je voudrais montrer qu'il y a deux façons d'envisager la fin du monde, qui est un monde sans hommes ou des hommes sans monde. Et je crois qu'on est beaucoup plus proche des hommes sans monde que du monde sans hommes, même si c'est ça qu'on a l'air de craindre. Donc, allons-y sur... Alors, je reviens rapidement. Donc, en gros, ce livre donc, qu'on a publié, qu'on a écrit pendant le premier confinement, donc d'une certaine façon, on a vécu quelque chose comme un effondrement en direct qui s'est pas finalement fini par un effondrement. On a vu donc, des conséquences très rapides et puis finalement, ça a tenu. Mais ce livre qu'on a écrit donc en mars-avril-mai 2020 et qu'on a republié en format poche, cette copie-là, en 2023 avec une postface inédite. On l'avait publié, on l'avait écrit après avoir participé en 2015 à Cerisy. Vous savez, Cerisy, c'est un endroit, un château en Normandie où il y a des colloques qui durent une semaine. Où pendant une semaine, on discute on est 50, 60, 70, d'une question. Et à ce colloque de l'été 2015, nous nous étions rendus compte tous les deux qu'il était énormément question de
d'effondrement, de collapsologie, de catastrophe. Et en particulier, sentant ça, on venait de sortir un autre livre, Penser et agir avec la nature, qu'on avait publié en 2015. Et du coup, on l'avait présenté à ce colloque et sous l'idée de pourquoi nous ne sommes pas catastrophistes. Et à la fin de notre présentation, il y avait un des participants du colloque qui nous avait dit « Mais vous n'avez rien compris à rien. » Bon, OK. La catastrophe, elle est là. Et il avait touché la table. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas la première, je vais y venir, c'était pas la première rencontre qu'on faisait avec les théories de la catastrophe, mais que c'était un style un peu différent. Et donc, bon, l'été 2015, hein, je vous avais mis c'est en 2015 que paraît, bon, ce qui est un des livres de référence sur la collapsologie, hein, qui est le livre de Servigne et de Raphaël Stevens, hein, Comment tout peut s'effondrer. Il n'était pas à Cerisy, mais Yves Cochet y était. Donc on était et d'autres, hein, j'ai pas mis tout. Et donc, quand on s'est mis à rédiger le livre, on avait un contrat avec un éditeur, on est un peu revenu sur les façons dont on avait rencontré la question de la catastrophe, et on en a distingué 3. Alors, autour de la crise écologique, hein, il y a d'autres types de catastrophes, mais disons autour de la crise écologique, il y en a une première qui est finalement très fréquente, qui est l'alerte. Hein. La prise de conscience de la crise écologique, ça commence, disons, dans les années 1950, 60, 70, et les scientifiques prennent la parole et alertent, hein, si on ne fait rien, si on n'intervient pas. Bon, ça a été le fameux rapport Meadows en 1972. Eh bien, les choses vont très mal se passer. Hein. Donc, il y a, si vous voulez, si j'ose dire, une façon de crier au loup, hein, pour attirer, parce que les choses se passent lentement, parce qu'on ne voit pas immédiatement ce qui se passe. Et donc, il y a une façon de précipiter les choses, hein, d'alerter sur des conséquences comme si elles étaient très proches, hein, mais qu'en fait, elles sont plus lointaines, mais pour attirer l'attention. Et ça, Raphaël, mon mari, donc, il avait travaillé dans les années 80 sur le discours sur la forêt au XIXe siècle, avait déjà rencontré ce type de discours. Hein, les forestiers, en France, mais pas seulement, à la fin du XIXe siècle, attirent l'attention sur toutes les horreurs qui vont se passer si on abat les forêts, hein, ou si on les laisse pas, on laisse les troupeaux, par exemple, aller pâturer dans les bois, dans les pentes montagneuses. Et donc, eux aussi avaient un peu dramatisé la question pour attirer l'attention, en particulier des pouvoirs publics. Donc, il y a une utilisation, j'y reviendrai, rhétorique de la catastrophe pour dire attention. Hein, et on exagère un peu les conséquences. C'est ce qu'on appellera le catastrophisme pédagogique. Il y en a un beaucoup plus élaboré et qui a été rendu très célèbre, enfin bon, c'est pas, mais quand même, hein, par le livre de Jean-Pierre Dupuy, qui a été publié en 2004, mais élaboré à la toute fin dans les années 2000, hein, qui a rendu le terme de catastrophisme célèbre, hein, qui a parlé de catastrophisme éclairé, au sens où il montrait, et il s'appuyait sur un certain nombre de textes philosophiques pour le dire, que la meilleure, quand on redoute, on a de bonnes raisons de redouter la catastrophe, la meilleure chose à faire, c'est l'anticiper pour mieux l'éviter. Hein. Donc, c'est appréhender la catastrophe
Et donc là, on élabore un modèle, hein, ce n'est pas simplement des images qu'on présente en disant les choses vont aller très mal. On élabore un modèle et on anticipe la catastrophe pour mieux l'éviter. Donc on peut dire que c'est méthodologique, hein, c'est une façon, hein, un ensemble de politiques pour éviter une catastrophe qu'on a des raisons de redouter. Alors, quand mon interlocuteur sur la table de conférence de Cerisy m'avait dit « la catastrophe, elle est là hein », c'était pour dire « non, ce n'est pas une représentation qu'on a, elle existe, hein, elle est inévitable, elle va arriver ». Et c'est en ce sens qu'on a dit qu'elle était ontologique, hein, si on prend ontologique au sens de existante. Hein, donc, ce n'est pas une éventualité qu'on agite, ce n'est pas une représentation qu'on construit et sur laquelle on dirige l'action pour être sûr de l'éviter, c'est quelque chose qui nous attend, quelque chose contre lequel on ne peut rien. Hein, sinon, je vous dis, s'arranger pour que les choses se passent le moins mal possible. Alors, j'ai repris la définition qu'Yves Cochet, dans ses essais de collapsologie, donne de ce qu'il appelle l'effondrement, hein, que je vous lis, donc, vous l'avez sous les yeux. Le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Et ce qu'il ajoute, et Cochet et Servigne ne développent pas tout à fait la même conception, mais ils ont écrit, par exemple, dans Le Monde, des articles en commun, ce qui montre sur quoi ils sont d'accord. Et ajoutons à ça que cet effondrement est global, hein, il se produit de façon simultanée sur l'intégralité de la planète. C'est ça qu'ils entendent par effondrement. Et c'est pour ça, hein, quand il y a eu on a vu la pandémie se développer au niveau planétaire, hein, à une rapidité très grande. Cochet a été interviewé par Le Monde et il a dit oui, on s'est téléphoné avec mes copains en disant oh là là, on n'aurait pas cru que ça arriverait aussi vite, mais c'est bien en train d'arriver. Hein. Il prédisait, enfin pour lui, la catastrophe se passerait à peu près sûrement, ça y est pas encore, en 2030, mais là, 2020, on y arrivait. Bon, donc c'est pas une représentation, c'est pas une façon de présenter les choses, c'est quelque chose dont on peut dire c'est sûr et certain, hein, on ne l'évitera pas, la catastrophe va se produire. Alors, donc trois façons. Hein. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a en particulier un certain nombre d'auteurs collapsologues ou logistes, les trois façons se mélangent, hein, et que ils vont si on les critique trop, par exemple, repasser de l'ontologie à la méthodologie. Hein. Bon. Mais ça nous paraît important. Alors, ça nous a paru, donc, à Raphaël et à moi, important de les distinguer, mais j'ajouterais que Jean-Pierre Dupuy, que par ailleurs nous connaissons, avec qui nous avons pas mal discuté de ce livre, l'a dit lui-même. Il a dit attention, moi mon catastrophisme éclairé, ça n'a rien à voir avec la collapsologie contre laquelle il a été beaucoup plus violent que nous ne sommes, nous, dans ce livre. Donc, de l'importance de les distinguer. Alors, je vous ai dit, tout discours, aussi rationnel qu'il soit, ne peut pas se passer de recours à l'imaginaire, à des formes pas de rationalité non calculatrice, je dirais, non même strictement mathématique. Hein, il y a des figures en mathématiques. Alors, la première, je vous ai dit, ce sont des procédés rhétoriques. Hein, et mon mari a beaucoup travaillé justement du point de vue des figures de rhétorique utilisées, le discours des forestiers dont je vous parlais à la fin du XIXe siècle, pour montrer qu'il y avait tout un tas de figures de rhétorique qui permettraient de rendre présent quelque chose qui en fait était lointain et éventuel.
Alors, quand on passe au catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, hein, il s'en cache pas, et le reste des livres plus récents qu'il a écrits le montrent, et que donc de ce point de vue-là, la peur du nucléaire et la peur écologique sont des peurs qui empruntent aux mêmes références. Ce sur quoi il a travaillé, c'est sur les modèles de stratégie nucléaire de la guerre froide. Hein. C'est sur les schémas de dissuasion nucléaire pour montrer comment on anticipe la catastrophe, en l'occurrence le clash nucléaire entre la Russie, entre l'URSS et les États-Unis, pour mieux l'éviter. C'est de là qu'il part pour développer ce qui est en fait cette façon de se projeter dans l'avenir, de se représenter quelque chose pour voir comment on peut y arriver. C'est ce qu'on appelle la prospective. Et lui, ce qu'il fait, c'est de la prospective négative. On se projette dans l'avenir pour être sûr de ne pas y arriver. Et puis, c'est là, alors que, et c'est ce que je vais montrer dans une deuxième partie, alors que quand on en vient à la collapsologie, donc l'idée que, je vous dis, ce n'est pas une façon de représenter les choses pour obliger les gens à agir plus vite, ce n'est pas des modèles élaborés pour éviter une catastrophe qu'on a des raisons d'anticiper, c'est quelque chose qu'on peut prévoir et même prédire dans un, je vous dis, c'est un peu caricatural, Cauchy et son en 2030, c'est fait. Mais ça résume sa position. Et c'est là que je voudrais montrer, donc, dans une deuxième partie, que la collapsologie ne peut pas se passer de la fiction, c'est elle qui lui donne un contenu, et c'est pourquoi, finalement, on examine mieux la collapsologie en partant des fictions qu'en examinant, alors c'est ce qu'on fait dans ce livre, il y a de quoi faire, en examinant quand même des discours. Je vous dis, si je reprenais les expressions de Jean-Pierre Dupuy, je serais beaucoup plus méchante que je ne suis, mais qui sont un peu schématiques et assez faciles finalement assez faciles à critiquer. Alors, résumons quand même rapidement, ce qu'est la thèse de Cauchy, Servigne et ceux qui écrivent avec Servigne. C'est une thèse relativement simple, qui est l'idée que plus nous vivons dans un système, et que plus un système est complexe, plus il est fragile, et donc plus il risque de s'effondrer. Je reviens sur, si vous voulez, quand Cauchy se réjouissait de voir ses thèses en train de se réaliser avec le développement de la pandémie, si vous comparez ce qui s'est passé entre 1918 et 1920 avec ce qu'on appelle la grippe espagnole, vous avez aussi une pandémie mondiale. Elle met beaucoup plus de temps à se répandre dans le monde que le Covid en 2020, où en gros les réseaux de développement du Covid, ce sont les réseaux aériens. Le virus, il prend l'avion. Et donc, il se développe à grande vitesse. Et ça augmente l'expansion et la fragilité. Alors, de là, revenons à d'autres choses que là. Mais dans leurs livres, c'est d'ailleurs prévu depuis longtemps, qu'il peut très bien y avoir une pandémie et que la complexité, le tout est extrêmement lié du monde actuel, qui est de plus en plus lié, fera que la pandémie se répandra plus et plus vite. Et que, d'autre part, les causes de la pandémie sont aussi le fait du développement de la mise en réseau du monde, du développement des cultures, de certaines formes de culture, etc. Donc, l'idée que plus le monde est complexe, et il l'est de plus en plus, plus il est fragile,
plus on va à l'effondrement. Alors, ça se heurte à deux objections hein, qu'on développe dans ce livre et que je n'ai pas développé beaucoup, puis vous pouvez toujours le lire. Premièrement, c'est qu'il y a un problème. C'est que plus un système est complexe, moins il est prévisible. On avait été, je vous ai dit, on a écrit ce livre pendant le premier confinement, et il y avait eu une interview de Morin, d'Edgar Morin, qui, s'il y a un spécialiste de la complexité, c'est bien Edgar Morin. Et alors lui, il n'avait pas dit le pire n'est pas certain, il avait dit une autre version de la même phrase, hein, le pire n'est pas toujours sûr, et où il avait dit mais c'est aberrant hein, de prévoir une certaine catastrophe, rien de ce qui a été prévu n'est jamais arrivé, attends-toi à l'imprévu, disait-il, hein, prenait-il comme... on a été renforcé c'est notre éditrice hein, qui a trouvé l'excellent titre « Le pire n'est pas certain ». Et donc, alors, parce que je ne développerai pas vraiment ça, mais soyons clairs, hein, dire le pire n'est pas certain, c'est pas du tout dire il est certain que le pire ne sera pas. Hein, là, c'est un problème purement logique hein, de négation. La négation d'une universelle affirmative et pas une universelle négative, c'est une particulière négative. Donc, d'une certaine façon, dire le pire n'est pas certain, ça peut être encore plus inquiétant que dire le pire est certain. Non, donc il ne s'agit pas du tout de ce point de vue-là de rassurer. Il s'agit de redonner l'idée qu'on peut agir. Bon, mais je reviens. Alors, d'autre part, et c'est là que ce sont les arguments qui ont été développés par Jean-Pierre Dupuy et que nous avons redéveloppés dans notre livre, et c'était plutôt mon mari qui était plutôt porté sur les questions de sciences et d'épistémologie que je ne le suis. Donc je résume rapidement l'idée, mais je vous dis, Jean-Pierre Dupuy l'a montré déjà, on peut être fragile et résilient. Et on l'a vu pour le Covid. On a vu la fragilité dans la rapidité avec laquelle le virus s'est développé. On a vu la résilience, hein, et qui du coup a donné des façons très différentes de réagir. Hein. Ça s'est pas répandu partout de la même façon. Il y a des pays qui s'en sont mieux tirés dans un premier temps que d'autres, hein, l'Allemagne que la France, puis après les choses ont un peu changé. Et donc c'est pas linéaire, c'est ça la complexité. Hein. Et bon, ça se développe en montrant que la complexité, c'est, je vous disais la formule, hein, c'est tout est extrêmement lié, tout tient à tout. Bon, mais il y a dans ces réseaux ce qu'on appelle il y a des réseaux qui sont particulièrement importants en ce sens que ce sont des clés, hein, on peut dire des hubs comme on dit pour les grands aéroports, Francfort, Londres, Heathrow, etc. Et puis il y a d'autres, et ceux-là s'ils craquent, c'est très grave. Et puis il y a des réseaux, des nœuds moins importants. Ils craquent, et d'ailleurs, suivant le type d'endroit où ça se passe, ça sera plus ou moins important. Et donc, il peut y avoir à la fois de la complexité, de la fragilité, certes, mais aussi de la résilience. Et je vous dis, on a vu des formes de résilience très diverses, d'ailleurs. Ah, bon, il y a eu la mobilisation de celles qu'on a désignées comme des premières de corvée, mais il n'y a pas eu seulement ça. Et donc, c'est pas parce qu'un système est fragile qu'il va s'effondrer à la première attaque, ni même à une attaque sérieuse. Il y a des formes de résilience. Et donc, là encore, hein, pour pas vous faire croire que tout va bien, ça veut dire, en fait, ce que ça remet en cause, ce type de critique, c'est l'idée qu'il peut y avoir un effondrement global
simultanée planétaire. Mais qu'il puisse y avoir une quantité de petits effondrements, il y en a sans arrêt. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs critiquer le type de raisonnement de la collapsologie, c'est se passer de l'attente angoissée de quelque chose qui nous menace tous à oui, là on a un incendie qu'on ne peut pas éteindre, là il y a des inondations comme on n'en a jamais vu. Donc des catastrophes, il y en a, mais plusieurs. Hein, et donc là aussi, il faut savoir comment agir. Mais pour en revenir à la collapsologie, ça veut dire que, si vous prenez le premier livre de Servigne et Stevens, Comment tout peut s'effondrer, vous verrez qu'il y a quantité de données et des notes, et ça renvoie à des rapports du GIEC, donc du groupe d'experts sur le climat. Oui, mais c'est une multitude de données, et ce qui est important pour qu'on arrive à les croire, qu'on va à l'effondrement, je vous dis, c'est pas forcément sûr en 2030, mais bon, il faut quelque chose qui mette en ordre ces données. Et ce qui met en ordre ces données, c'est un récit. Et vous verrez, d'ailleurs, c'est le titre, Comment tout peut s'effondrer. Donc, on va faire le récit qui montre comment tout peut s'effondrer. Vous avez d'autres livres Comment en sommes-nous arrivés là ? Et donc, les multitudes de données qui ont été rassemblées depuis qu'il y a un intérêt scientifique développé pour dresser un état du monde, ce qu'apporte la collapsologie au rapport du GIEC, par exemple, c'est de donner ce récit qui va ordonner vers une fin inévitable ce qui, dans des travaux scientifiques, reste ouvert sur une multitude de possibles, ce qui permet de proposer une diversité de scénarios. Et ce qui caractérise le récit collapsologique, c'est qu'en fait, il se met dans un moule préexistant, où il y avait déjà un récit qui ordonnait des quantités de données, qui est le récit du progrès. Le récit du progrès, l'idée que nous allons nécessairement vers un mieux, où nous serons non seulement plus confortables, mais plus libres, moins souvent malades et plus éduqués, c'est aussi un récit qui met en ordre des choses et qui, du coup, donne un sens à ce qui, autrement, n'est qu'une masse de données qui ne s'organise pas d'elle-même. La différence et elle est importante, entre le récit du progrès et le récit de l'effondrement, c'est que le récit du progrès est ouvert vers un avenir aussi radieux qu'ouvert vers des mieux qui continueront sans arrêt, alors que le récit collapsologique se clôt sur l'effondrement qui nous attend. Mais c'est dans le même schéma temporel que s'installe le récit de notre effondrement. C'est pour ça qu'on l'admet assez facilement, parce que c'est des choses finalement auxquelles on est habitué depuis très longtemps. Alors, si je reprends un peu je me rends compte que je parle beaucoup trop lentement, et si je veux vous laisser le temps de poser un peu des questions, si je reprends un peu ce que je vous ai dit, je pourrais dire, la première chose, c'est que le pire est certain, n'est pas une proposition rationnelle. On ne peut pas dire à la fois, ce que je vous disais, qu'on est dans un système de plus en plus complexe, et de dire que la fin, ce qui va terminer, ce qui va amener ce système complexe à son terme, peut être assigné avec certitude sous une forme globale, simultanée, etc. Donc, de ce point de vue-là,
Et c'était un livre que Yves Citon et Jacopo Rasmi, qui s'appelle Génération collapsonaute, ont publié juste avant le confinement, ce qui m'a permis de me le procurer et d'en tenir compte dans notre propre livre, où il disait bah oui, bon, on ne croit pas plus on sait bien que l'effondrement n'est pas plus certain que la Vierge et la mère de Jésus par le Saint-Esprit. On n'y croit pas plus au sens de ce n'est pas une proposition rationnelle. Mais on y croit. Alors, pas seulement au sens où on peut dire je crois à l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'on accorde son consentement, finalement son assentiment à une proposition, au sens où croire, ça suppose toute une série de comportements. Croire en Dieu, si je prends la comparaison avec la religion, c'est pas seulement dire je crois que Dieu existe, c'est vivre dans un monde où des choses ont un sens qui n'aurait pas de sens si on ne pensait pas l'existence de Dieu. C'est penser à ce qui viendra, au monde d'après la mort, penser au paradis, à l'enfer, etc. C'est avoir une série de représentations sur ce qu'on fait. Une croyance, ça oriente les comportements. Et ce n'est pas simplement une question de religion. Quand la vie que nous menons dans le monde où nous menons est absolument tissée de croyances. Nous nous levons si on se lève et qu'on veut aller à son travail, on ne se pose pas de questions, sauf s'il y a une annonce de grève, mais on sait qu'on peut prendre le métro. Enfin, il y a tout un tas de gestes, de tout ce qui rend notre vie possible, qui vient de ce que nous croyons que le monde où nous sommes est le monde qui va nous assurer ce qui nous a assuré la veille. Donc, croire, ce n'est pas seulement une façon cognitive. Croire, c'est un ensemble de comportements. Et donc, c'est ça que disaient Citon et Rasmi. Non, ces histoires d'effondrement, rationnellement, ça ne tient pas. Mais, d'où le sondage. Mais on commence à douter. Alors, pas que le soleil se lèvera demain, mais que, je ne sais pas moi, l'été sera pas trop chaud. On se prépare à un monde où une série de catastrophes peuvent arriver. Donc, c'est là que je dis que non seulement la collapsologie a besoin d'un récit qui met en forme les données, mais qu'il faut aussi, si c'est une affaire de croyance beaucoup plus que de savoir, ça veut dire qu'il faut tout un tas de représentations qui donnent un contenu à cette croyance. Alors, j'ai cité là un livre qui présente ça, enfin qui le développe. Et donc, le rôle, si les écofictions, et on entend par écofiction la représentation imaginaire de la catastrophe, si les écofictions nous apprennent plus de choses, alors ça peut être des films, ça peut être des romans, ça peut être je vous montrerai, il va falloir que je me dépêche, mais je vous montrerai des représentations un peu fictives, c'est pas des tableaux en fait, mais fictives, disons, d'un monde autre que le nôtre, mais disant la vérité de ce monde. Bref, c'est parce qu'il faut donner un contenu et que donc, là, finalement, ce qui est en jeu, c'est pas ça, une adhésion rationnelle à une série d'affirmations que nous reconnaissons comme vraies, ce qui est le rapport au discours rationnel, c'est quelque chose, alors je reprends au philosophe Jacques Rancière l'idée d'un nouveau partage du sensible, c'est esthétiquement, donc dans la représentation, dans ce qui est accessible à nos sens,
nous ouvrons, ou nous devrions pouvoir nous ouvrir, si nous accédons à ce genre de choses, à une autre façon de voir les choses, à une autre façon de sentir. Donc ce n'est pas quelque chose qui se passe uniquement dans la connaissance, c'est ce qui se passe dans les formes qui nous donnent accès au sensible, ce qu'on peut appeler l'esthétique. Donc, de là, alors je vous ai donné un certain nombre de références et Jean-Paul Angélibert a avancé une idée que je vais reprendre parce qu'elle me paraît juste. Mais bon, ce que disait Citon et Erasmi, il ne s'agit pas de prédire. On n'en a pas les moyens. Plus c'est complexe, moins c'est prévisible. Mais il s'agit de scénariser, de nous montrer quelque chose. Mais alors, à ce moment-là, si on passe de la théorie de l'effondrement, qui est, je vous dis, il est là, l'effondrement, il est réel. Si on passe de ça, qui ne dit pas grand-chose, au récit, alors, on dit des quantités de... ça peut être dans différentes formes de fiction. Ce que remarque Jean-Paul Angélibert, qui est un spécialiste d'histoire littéraire, c'est que beaucoup de ces écofictions, de ces récits, qu'on peut dire apocalyptiques, parce qu'ils ont rapport à la fin du monde, ou à la fin d'un monde en tout cas, ils se passent toujours après. Et il prend l'exemple du roman dont on a beaucoup parlé, Sur la route, ce qui n'est d'ailleurs pas écologique, mais peu importe, qui est aussi un récit de fin du monde. Eh bien, le père et son fils qui sont sur la route, on ne la voit pas, la catastrophe. C'est après. Et il y en a une quantité qui sont du même ordre. On est là. La question n'est pas de représenter la catastrophe, mais de montrer l'après-catastrophe. Alors, la question que pose Angélibert, que je trouve juste, c'est pourquoi ça ? Eh bien, apprendre à voir l'Apocalypse, je savais que je ferais le glissement de langue, apprendre à voir l'Apocalypse qui est déjà là, non pour se résigner à une fin imminente, mais pour faire son deuil du monde dans lequel on vit encore, alors qu'il a déjà disparu. Donc, ces représentations, et ça, c'est en train de changer les choses, de la collapsologie à l'écofiction, on passe de l'annonce, le monde va s'effondrer, à ben non, mais ce n'est pas la question de ce qui va se passer plus tard, on n'est pas là pour vous le dire, c'est regarder le monde. Il a changé. Et ce qu'il faut, c'est vous débarrasser de vos cadres habituels, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, qui vous empêche de voir ce qui a changé le monde. Et la fiction de l'Apocalypse n'est pas pour nous faire anticiper quelque chose, mais pour nous dire, regardez ce qui se passe, les choses ont changé. Et il faut nous replacer dans un monde différent. Je vais un peu accélérer sur la fin, mais si vous avez ça en tête, je reviens à la définition de l'effondrement de Cauchy. Le processus à l'issue desquels les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Si vous revenez à ce que dit Trump, il vous dit on va vivre dans ce monde et les riches s'en moquent. C'est ça qu'il vous dit, que ce soit pour dire oui, en Californie, faut utiliser l'eau. Les riches, a-t-il dit, ils aiment bien prendre des douches. Ou, ce qui est encore plus horrible, obscène, de transformer Gaza en un parc, en une station balnéaire pour hyper riches. Mais dire ça, donner ça à voir, c'est dire la façon dont la majorité des gens ont accès à l'eau, à la nourriture, à un certain nombre de services. C'est plus mon problème. Donc, c'est peut-être pas... Alors,
autant ça n'a pas de sens de dire tout le monde va s'effondrer, autant se dire, regardons un peu le monde tel qu'il est, et ce qu'un certain nombre de dirigeants font, comment il est ce monde? Et de ce point de vue-là, ça me paraît une question importante. Alors je reviens à ma troisième et dernière partie. Donc j'en étais là. Donc il ne s'agit pas d'envisager un avenir dont nous ne savons pas grand-chose. Il s'agit de se dire que peut-être les choses ont changé plus que nous le croyons, que nous vivons sur une terre abîmée, disent un certain nombre d'écologues. Nous croyons voir une terre encore bien, là où en fait elle est abîmée, et apprenons à la voir. Alors, quand on regarde la terre abîmée, qu'est-ce qu'on regarde? C'est là-dessus que je voudrais faire ma troisième et dernière partie. Si on regarde la réflexion écologique, et si on l'a fait démarrer dans les années, je vous dis, 60-70, elle est très marquée, effectivement, par quelque chose comme l'annonce de la catastrophe. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Il y a deux, et au niveau sur lequel je travaille, qui est les éthiques environnementales, c'est-à-dire la réflexion sur les rapports moraux entre les humains et la nature, il y a deux façons de l'envisager. Il y en a une première qui a lancé la question des éthiques environnementales. C'était dans les années 70, et il y a des idées de catastrophe nucléaire derrière. C'est pour faire réfléchir les gens, c'est une façon classique dont les philosophes anglophones réfléchissent. Ils font une expérience de pensée. Et l'expérience de pensée, c'est pour ça que j'ai mis en anglais, c'est Mr. Last Man, le dernier homme. Le dernier homme sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une catastrophe qui a... Pouf! Il n'y a plus d'humains sur Terre, il n'y en a plus qu'un, et il va mourir. Et avant de mourir, il entreprend de tout détruire autour de lui. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il fait? C'est pas très bien. Bon, alors, là-dessus, on essaie de vous faire réfléchir sur... peut-être que les choses ont de la valeur même quand nous, on n'y est pas. Donc, ce qu'on se représente, c'est un monde dont les humains auraient disparu. Voilà la catastrophe telle qu'on l'envisage. À peu près au même moment où... Alors, en fait, c'est un Australien qui imagine cette histoire à partir de laquelle, je dis, toute la réflexion sur la philosophie morale des rapports à la nature va se développer. Il y a un Allemand qui vit aux États-Unis parce qu'il a quitté l'Allemagne au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, vu qu'il était juif, qui s'appelle Hans Jonas, qui lui aussi envisage quelque chose comme une catastrophe à venir, un peu différente. Et ce qu'il dit, ce qu'il faut chercher, c'est ce qu'il appelle une vie authentiquement humaine sur Terre. Il faut agir de telle façon, dit-il, c'est sa maxime morale, que les conséquences de ton action permettent de mener une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une vie authentiquement humaine sur Terre? Ça peut vouloir dire des tas de choses. Je voudrais suggérer une interprétation possible, je ne prétends pas que ce soit la seule, mais qui est de dire une vie authentiquement humaine sur Terre, c'est une vie où il n'y a pas que des humains. C'est une vie où il y a des non-humains, on n'aime plus beaucoup parler de nature ces derniers temps, mais disons, où il y a quelque chose comme une altérité naturelle. Alors, de ce point de vue-là, j'ai aussi figuré un mot que vous avez sans doute entendu, qui est le terme d'anthropocène, cette idée qu'il y aurait une nouvelle ère géologique qui serait celle justement de la présence humaine sur Terre, que l'ensemble des actions humaines serait capable de modifier l'ensemble du système Terre, de la planète, et de façon irréversible. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, l'anthropocène va plutôt vers une Terre où on ne verrait plus que l'humain,
plus qu'une Terre où il n'y aurait plus d'humains. Donc c'est plutôt vers le deuxième type de catastrophe que vers la première qu'on va. Alors, je vous en ai donné une représentation à mon avis, une bonne représentation de l'Anthropocène qui est faite par un... Alors, ça fait 15 ans que je présente ces images, et donc, dans le texte que j'ai, c'est un jeune Chinois. Bon, un jeune Chinois, il a 15 ans de plus qu'il avait quand j'ai commencé à en parler. Enfin, bon, il n'est pas encore vieux. Et donc, c'est un Chinois qui est formé à ce qu'on appelle en chinois, alors je ne connais pas le chinois, hein, ce qu'on appelle en chinois le san shui, je prononce certainement très 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 mal, qui est une représentation traditionnelle hein, dans la peinture chinoise. Je crois que san shui, ça veut dire mer et montagne, donc de paysages harmonieux, hein, qui sont des paysages de montagne avec un peu de végétation et sur le où on voit il y a la mer autour. Et donc, à première vue, ce qu'il présente, hein, c'est inspiré par le san shui. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte que d'abord, ce n'est pas de la peinture, c'est de l'aquarelle mais ce n'est pas de la peinture, c'est des photographies. Et puis quand on regarde encore mieux, alors c'est pas très bon ce que je vous donne, donc vous allez me croire plutôt que voir. Enfin bon, si j'avais une meilleure photo, bon. On se rend compte, je vais vous en donner d'autres, on se rend compte que, en fait, bon, d'abord, je vous dis, c'est des photos. Alors, c'est des photos, c'est des montages. Hein. Et puis, c'est pas un paysage harmonieux entre la végétation, le relief, la terre, la mer. Non, c'est des constructions. Hein. C'est des constructions dont on ne sait pas d'ailleurs si elles sont... Si c'est... Vous voyez, on voit plein de grues. Hein. Si c'est quelque chose qui est en train d'être construit ou qui a été abandonné et qui est un peu en ruine, hein, il y en a d'autres qui apparaissent encore. Alors là, on voit très bien que c'est des bâtiments. Hein. C'est des bâtiments et qui ne sont pas occupés. Hein. Donc, il n'y a plus de nature. Ce qui était la mer et la montagne, maintenant, c'est de l'artificiel de l'artificiel. Et il n'y a pas d'humain dedans. Comme si, du fait d'avoir tout artificialisé, les humains se perdaient aussi. Hein. Donc, quand je vous disais, bon, un monde sans humains, ou des humains sans monde, là, on peut dire que les humains ont tellement transformé, c'est l'Anthropocène, hein, ils ont tellement transformé le monde, mais que peut-être il n'y a plus de place pour eux. Bon, c'est une interprétation possible. Hein. Pardon, je vais dans le mauvais sens. Voilà. Donc, c'est là qu'on peut poser la question, hein, est-ce que on n'est plus, hein, c'est ça, hein, le monde n'est plus qu'un univers d'artefacts, mais l'humain en a disparu. Bon, je vais un peu plus vite, je saute la fin pour pas vous prendre trop de temps, en laisser un peu. Alors, voilà. Il y a une autre façon, un autre abord de ces questions, finalement, d'Anthropocène, qui là, c'est des... Alors, Dale Jamieson est un philosophe américain qui fait de l'éthique environnementale. Et Nasdam, je ne connais plus son prénom, j'ai oublié, c'est une poétesse. Et donc, c'est une série de Love in the Anthropocène. Hein, c'est très très mauvais, là. Je n'ai pas eu le temps d'en chercher une autre. C'est une série de nouvelles qui ont tout en commun qu'on est dans un monde complètement artificialisé. Hein. Résultat, c'est un peu, revient un peu à ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est un monde complètement artificialisé au sens où il y a quelques endroits complètement sous cloche
Hein, voilà, j'ai ma citation. Il y a quelques endroits complètement sous cloche où on vit dans une atmosphère vivable, mais complètement artificielle. Et hors de là, il n'y a plus qu'à mourir parce que c'est invivable. Et puis, bon, il y a toute une série de nouvelles qui sont comme des Bonnie, hein, la poétesse, Bonnie Nasdam. Et donc, on ne pêche plus que virtuellement. Donc, toutes des explorations d'une planète complètement transformée par la présence humaine. Ou bien, il y a un gardien spécialement affecté au dernier tigre vivant, parce que toutes les données vont être recueillies pour être insérées dans une intelligence artificielle quelconque. Hein. Et donc, qu'est-ce que la question, alors là, pourquoi love in the Anthropocene? Pourquoi l'amour dans l'Anthropocène? Anthropocène, c'est que l'idée que l'amour n'est possible que en reconnaissance d'une altérité. Hein. Nous aimons notre semblable, mais nous aimons aussi celui qui nous fait ressentir qu'il y a quelqu'un comme un autre, qui nous ouvre sur cet autre. Et perdre la nature, ce à quoi mène l'artificialisation complète, c'est perdre l'altérité, c'est perdre la possibilité d'aimer, finalement. Et donc, nous serions une sorte d'enfermement en soi, nous serions un monde, alors si je reviens à l'idée, hein, un monde sans humains est peut-être inquiétant, mais des humains sans monde, d'abord, ça ressemble plus à ce que nous sommes en train de faire, et c'est finalement assez inquiétant. Hein. Il faut pouvoir éviter. Et c'est en ce sens que je vous disais, la vie authentiquement humaine de Jonas, c'est une vie où on peut reconnaître l'altérité. Hein. Alors, cette altérité que reconnaît l'amour, mais cette altérité, excusez-moi, que représente une nature non artificialisée. Ce qui, dans la nature, n'est pas artificialisable. Et on retrouve là... non. Je n'ai pas ma citation. Si. On retrouve là quelque chose que le philosophe Merleau-Ponty disait il a fait un cours sur la nature au Collège de France tout à la fin de sa vie, hein, dans les années 60-61, et il posait la question, et c'est la question que je pose, hein, que je reprends et que je pose, on peut se demander si la pensée peut vivre dans un univers exclusivement humain et artificiel. Et donc, de ce point de vue-là, s'il y a quelque chose à faire, hein, pour rouvrir les possibles, pour pas s'enfermer sur soi-même avec la perspective de la fin, ben c'est de continuer à donner une place à la nature. Et bon, je terminerai là-dessus. Hein. Je faisais allusion à un romancier et essayiste indien, Amitav Ghosh, qui disait à quel point nous avions finalement peu d'éléments dans la fiction occidentale, peu de façons pour représenter l'altérité de la nature, pas pour en faire un décor inutile, et qu'il en appelait à d'autres formes de fiction. Et c'est pourquoi il expliquait pourquoi finalement c'est dans la science-fiction qu'on parle de choses dont on ne peut pas parler dans les romans. Et donc, bon, je terminerai là-dessus. Hein, lutter contre la conviction, finalement, que tout va à l'effondrement, c'est donner de la place à l'altérité et d'abord donner une place à la nature. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Larère. Alors, comme je vous l'avais dit en début de conférence, il va maintenant avoir un petit temps de... Alors, on appelle ça question-réponse.
c'est pas forcément... Ça peut être des observations ou des envies d'approfondir. Voilà, tout simplement. C'est à la main levée, je vais vous faire passer le micro pendant 15-20 minutes. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci pour cette présentation que j'ai trouvée très éclairante, de rappeler un certain nombre de principes entre la réalité, la construction des récits et comment ces choses peuvent politiser ou dépolitiser. Il y a un point qui me gêne dans la présentation, puisque vous êtes philosophe et il y a des questions de définition qui sont importantes au début. C'est possible que Yves Cochet ait, de manière un petit peu rapide, dit que le monde dans lequel on vit était de plus en plus complexe, mais je pense que, voyant ce qu'il fait et développe avec d'autres à l'Institut Momentum comme conférences et séminaires, qui montrent quand même qu'il y a une réflexion scientifique derrière aussi. Ce n'est pas simplement des récits ou des mises en récit qui existent par ailleurs, évidemment. Il me semble quand même qu'il y a un distinguo dans les sciences de la complexité qui est souvent utilisé pour simplifier la discussion, c'est de rappeler qu'il y a des choses qui sont complexes et il y a des choses qui sont compliquées. Par exemple, en sciences de l'ingénieur, on prend des exemples de moteurs mal conçus, ils sont compliqués. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dedans, mais tout moteur, par définition, une fois qu'il a été conçu et construit, il ne bouge plus. Donc s'il est compliqué, en fait, il est donc mal conçu et à chaque fois, il va y avoir les mêmes problèmes. Des pièces mal faites, il faudra les changer. Comme c'est compliqué, on va avoir du mal à changer le moteur. Le monde complexe, c'est plutôt le monde de l'écologie, les forêts, c'est des systèmes extrêmement vivants qui changent et s'adaptent, à la différence des mondes compliqués. Et je pense que de dire que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus complexe, c'est assez amusant, en tout cas en termes écologiques, en prenant justement des réflexions scientifiques. Il y a sans doute une part de récit sur les recherches écologiques sur la biodiversité. N'empêche que ce qu'on explique, c'est des effondrements de la biodiversité, c'est-à-dire des mondes qui se simplifient. On a aussi dans les artefacts humains, par exemple, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Quand on creuse le sujet, on nous explique beaucoup que c'est basé sur des algorithmes, c'est-à-dire qui simplifient des situations. Par exemple, les algorithmes de rencontre, on va vous demander de mettre des paramètres, ce que vous cherchez, etc. C'est plus simple que si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et ça permet justement de faire des calculs. Et on voit ça notamment sur l'intelligence artificielle appliquée au langage, que les logiciels de langage ont tendance à simplifier les langages et permettent de passer d'une langue à une autre, simplifier de l'anglais au français, mais tout ça se ressemble. Il n'y a pas beaucoup d'articulation logique dans les résultats produits par l'IA. Donc en fait, ce qu'on disait dans les années 70 déjà, qui étaient des projections, un mélange de choses scientifiques et aussi de récits et d'imaginaire pour essayer de penser ce que des données à un temps donné nous révélaient, c'est une crise écologique émergente. On nous avait quand même annoncé un certain nombre de choses qui, depuis, sont assez clairement intervenues. Par exemple, cette crise de la diversité, de la biodiversité, ça avait été annoncé. Donc tout ce qui avait été dit dans les années 70 ne s'est pas révélé complètement absurde. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a quand même une grande réflexion sur la crise écologique, ou les crises écologiques, on peut le renommer autrement, puisque chaque terme va forcément être pour partie imaginaire. Et se dire qu'on est quand même dans un monde qui a donc, en termes de résilience, perdu des capacités de résilience. Il s'est affaibli, il s'est simplifié. Donc il a des capacités de résilience plus réduites. Et donc du coup, évidemment, le monde dans lequel on est aujourd'hui n'est pas écrit à l'avance. L'avenir, personne ne le connaît. Mais tout l'enjeu, c'est bien ça. C'est aussi de voir, face à la crise écologique, comment on se mobilise. Donc de poser un constat négatif, je vais finir ma question. Je vais venir à ma question. C'est de dire, il y a quand même, est-ce que vous ne croyez pas que c'est quand même nécessaire de penser et d'imaginer des effondrements possibles, partiels, et des récits de ce type-là, pour repolitiser et aussi pour, oui, et pas simplement considérer que toute forme de récit collapsologique ou avec des catastrophismes a aussi une potentiel de vérité pour l'avenir. Est-ce que vous pensez que c'est juste des récits qui n'ont rien à voir avec le réel, ou est-ce que ça permet de penser quand même des avenirs possibles négatifs? Alors, effectivement, la question est très longue. Je vais quand même pas répondre par oui ou non. Je vais développer un petit peu. Je crois qu'il y a des tas de choses justes dans ce que vous avez dit, je veux dire, dans les références que vous avez faites.
Ça montre aussi que je suis allé très vite parce que c'est difficile en une conférence d'1 heure d'exposer quelque chose qui n'est pas compliqué mais complexe. Hein. Alors, je crois où je suis allé peut-être trop vite, et j'y reviens un petit peu. Bon, ce que je vous ai dit, c'est que des écrits comme ceux d'Yves Cochet ou de Pablo Servigne, ou je vous dis d'autres, hein, c'est quand même très français. Hein, quand on regarde les biblios, il y a quelques livres dans d'autres langues, mais pas énormément. C'est un phénomène très, très français, c'est un peu curieux. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il s'appuie, et il s'appuie, c'est pas des gens ignares, c'est des gens qui ont Cochet mathématicien, Servigne est agronome, etc. C'est des gens qui ont tout à fait la capacité de lire des choses scientifiques, complexes et peut-être compliquées. Donc, il s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie des systèmes. Bon, je ne vous ai pas développé la théorie des systèmes, ça m'aurait pris 1 heure. Hein. Mais disons que, et j'ai simplement fait référence à Edgar Morin, parce que Edgar Morin, c'est un des plus connus. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est parfaitement vrai et scientifique, mais disons, je ne mets pas ça en question. Hein. Une des caractéristiques d'ailleurs de la théorie des systèmes, c'est qu'elle ne fait pas de différence justement entre le naturel et l'artificiel. On peut aussi bien faire des théories des systèmes physiques, des systèmes écologiques, des systèmes techniques. Donc c'est quelque chose qui permet une continuité pour garder, je vous dis, des références qu'on a toute raison de trouver un peu schématique du naturel et l'artificiel. Donc la question n'est pas là. La question est la façon dont, à partir de théories très ramifiées qui prennent des différents domaines, qui d'autre part sont l'objet d'un certain nombre. Ce qui caractérise le travail scientifique, c'est que la vérité d'aujourd'hui devient sinon l'erreur de demain, au moins ce qui va être mis en question. Donc il n'y a pas une théorie des systèmes qui reste intangible, et qu'en particulier en matière écologique, on est passé d'un paradigme très systémique de l'écologie des années, disons, de Tansley aux frères Odum, hein, et à des paradigmes beaucoup moins systémiques, qui fait que d'ailleurs, l'action écologique n'est pas conçue de la même façon à un niveau global, et quand on passe à un niveau local. Hein. Et que donc il y a des possibilités d'action écologique à des niveaux locaux qui ont des résultats positifs, qui est très difficile d'envisager globalement. Donc, si je peux dire, hein, là je dirais, c'est quelque chose qui se résume pas justement en quelques phrases, et c'est pas ça que j'ai cherché à présenter. Donc il s'appuie là-dessus, il s'appuie sur ce qui est acquis, discuté, etc. Je vous dis, c'est jamais un dogme, hein, des propositions scientifiques. Et à partir de là, ils élaborent un récit.